Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'IRSS de Nantes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger ensemble autour de la pratique des professionnels de santé dans l'accompagnement des patients en fin de vie. Et nous sommes en compagnie d'un public composé de futures secrétaires médicales et de deux professionnels que je vais vous présenter, Madame Claire Praly, Monsieur Frédéric Ménard. Vous êtes tous les deux infirmiers, professionnels avec une expérience relativement conséquente auprès des patients. Pour vous présenter un peu plus en détail, Claire Praly, vous avez exercé en chirurgie, en oncologie, en pédiatrie et en EHPAD, là où vous avez été référente accompagnement fin de vie. Oui. Et Frédéric Ménard, vous avez débuté en tant qu'aide-soignant, ce qui nous permettra d'éclairer votre expérience aussi sur ce poste. Et puis, vous exercez en tant qu'infirmier depuis 2015, si je ne me trompe pas. Vous avez exercé en service de nuit, en soins de suite et de réadaptation, en médecine polyvalente actuellement, et service de médecine qui intègre un certain nombre de lits de soins palliatifs. Tout à fait. Alors, le programme de ce matin, nous allons donc échanger autour de l'expérience de nos intervenants et nous aborderons trois axes. Tout d'abord, l'expérience de chacun, leur vécu, leur ressenti par rapport à cette difficulté dans la pratique professionnelle. Nous ferons aussi le point sur les éléments d'organisation légale et ce que ça a pu modifier, on va dire, dans la pratique des soignants. Et puis, on se posera la question, évidemment, de la place des familles, de la place des membres de l'équipe professionnelle, de la façon dont, je dirais, certaines qualités doivent être mises en œuvre, la question de l'éthique, de la déontologie, etc. Voilà le programme de notre matinée. Alors, pour commencer, j'aimerais partir de vos expériences. Claire, Frédéric, alors on va peut-être commencer par Claire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, je dirais, votre première confrontation à cet accompagnement de la fin de vie des patients, quelles circonstances, comment vous avez ressenti les choses? Alors, bonjour à tous. Alors, moi, j'étais pendant mes 3 années d'école d'infirmière confrontée, je veux dire, assez rarement à la fin de vie et à la mort. Donc, ce ne sont pas ces moments-là de stage qui ont été marquants pour moi. Ce qui a été très marquant, ça a été ma première prise de poste, et je reviendrai pourquoi ce service-là, en chirurgie, cancérologie, ORL, où là, j'ai été confrontée dès ma première semaine d'embauche à la prise en charge de patients en fin de vie et à la mort. Et très rapidement, j'ai compris que c'était un univers qui m'attirait, alors au risque de choquer, voire perturber un petit peu, mais ça, j'expliquerai. Et je me sentais bien en tant que soignante dans cet accompagnement-là auprès des personnes et de leurs familles. Et donc, ça a été quelque chose d'assez serein pour moi, cette première confrontation, finalement. Et pour ma part, quand j'ai ma première confrontation à la mort, donc ça a remonté quand j'étais pas encore aide-soignant, j'étais donc agent ASH, agent de service hospitalier, et je faisais des remplacements de nuit à cette époque-là. Et ma collègue m'appelle pour me dire que voilà, une patiente était décédée en soins de suite. Donc déjà là, c'était ma première confrontation d'une personne qui est décédée. Donc, bon, j'appréhendais un petit peu ce moment-là, surtout en nuit. Voilà, un aspect un petit peu particulier. Et là, donc, je rentre dans la chambre avec ma collègue, effectivement. Donc, je vois ce corps inerte sur un lit d'hôpital. Et la collègue donc, avait oublié certains éléments pour faire la toilette et donc me laisse seule. Et là, voilà, qu'est-ce que je fais? Bon, je sais qu'elle n'allait pas me sauter sur moi, mais on appréhende un petit peu ce moment-là, être seul avec un défunt. Et puis elle revient, et là, après, elle me guide après pour effectuer tout le rituel de la toilette. Donc, c'était un moment assez particulier, dans une unité particulière, de soins de suite, à visée plutôt gériatrique, et surtout la nuit. C'était une ambiance un petit peu aussi particulière. Donc, il y avait cette première expérience, personne âgée, relativement âgée, 89-90. Et puis après, quand j'étais plutôt jeune infirmier, face à une personne jeune qui avait 26 ans, dans le service de médecine polyvalente, et que voilà, c'était vraiment, voilà, j'avais déjà accompagné plusieurs personnes en fin de vie et accompagné les personnes jusqu'à la mort. Et là, quand on s'occupe de quelqu'un de relativement jeune, qui a à peu près nos âges, c'est quand même assez particulier. On se dit que c'est pas vraiment sa place d'être là et d'être parti comme ça.
Et donc, voilà, on se remet tout en question et il y a plein de choses qui émanent. On va en parler un peu plus tard. Et puis surtout la famille, dans ce moment-là, qui est là aussi. On n'est pas préparé à ce genre de choses. Voilà. Et Frédéric, de quelle manière est-ce que vous avez été formé en amont pour affronter ce type de situation? Alors, moi, j'ai envie de dire, bon, en tant que soignant, on a un module de soins palliatifs et de fin de vie, mais bon, entre la théorie et la pratique, il y a vraiment un écart. Donc, l'accompagnement des patients en fin de vie, ça se fait pour moi sur les lieux de stage, auprès du patient. Quand je suis passé après infirmier, ce qui change, c'est après, c'est l'annonce, c'est-à-dire que ça relève de l'infirmier dans la plupart des cas d'annoncer à la famille que la patiente est décédée. Et là, c'est encore notre étape. Donc là, on n'est jamais préparé comment annoncer l'annonce, enfin, comment annoncer à la famille que la personne est décédée, soit en visuel ou soit par téléphone. Et ça, c'est quand même un élément particulier qu'on n'est pas assez formé et préparé là-dessus. Donc, on a toujours une petite crainte qu'on dise bien les choses sans que la famille, les bons mots, quoi. Utiliser les bons mots, qui n'est pas forcément évident. Donc, vous avez été formé sur l'aspect théorique, mais après, la situation concrète, on oublie forcément pas. Pour moi, j'ai fait l'abstraction par théorie, et l'humain ressort sur le terrain, c'est notre façon d'être. L'humain, l'empathie, voilà, le savoir-être, l'écoute, qui est hyper important, comme on reviendra un peu plus tard. Voilà, tout ça fait que voilà, accompagne au mieux la famille dans ces moments difficiles. Et Claire, vous avez ce même ressenti sur la formation préparatoire? Oui, je rejoins tout à fait Frédéric. Par rapport à notre formation, on a une formation qui est théorique, avec des cours, avec un module d'accompagnement fin de vie, où on nous apporte des connaissances et des axes sur la sphère relationnelle. Mais à partir du moment où on a ça sans la pratique, c'est pas quelque chose de tout à fait fiable à mes yeux. Et toute l'expérience professionnelle que l'on acquiert sur le terrain, et juste là, pour moi, ça a été 80% de mon accompagnement. Et après, les expériences, alors déjà, il y a une expérience, on en reparlera, mais notre vécu personnel et notre caractère, nos émotions qui sont liées forcément à cet accompagnement. Et ensuite, les orientations professionnelles. Alors moi, j'ai exercé dans le secteur adulte. Je me suis destinée pendant 9 ans à faire un accompagnement aussi en pédiatrie, donc comme le disait Frédéric, pardon, d'accompagner des enfants, des jeunes enfants, des adolescents en fin de vie, c'est pas anodin. Il y a des choses qui s'apprennent sur le terrain. Et puis c'est des choses, voilà, moi j'ai vraiment appris sur le terrain finalement. Et puis on en reparlera, mais chaque décès est différent, chaque accompagnement est différent, chaque histoire de vie est très différente. Et peu importe, j'ai envie de dire, la pathologie, voilà, ce que la personne vit dans ses derniers instants est toujours unique, et la famille ou pas, ou l'entourage qui est là est aussi à chaque fois très différent. Donc, ce qui fait que chaque soignant doit s'adapter, chaque professionnel à ça. Donc après, voilà, en termes de formation, moi, je me suis formée sur le terrain, et j'ai aussi fait des formations théoriques, en plus, via la formation professionnelle, pour me former plus précisément sur le soin palliatif et l'accompagnement fin de vie. Et lorsque vous avez fait ce choix de devenir une professionnelle de santé, quelle était la place de cette confrontation avec la mort? Est-ce que vous aviez anticipé ces questions-là? Est-ce que ça faisait partie de ce que vous aviez envie de faire, ou est-ce que c'était un élément obligatoire? Alors, pas du tout. Je n'étais pas du tout sortie de mon diplôme infirmier. Jamais j'ai imaginé me destiner à faire des unités de chirurgie, d'accompagnement où j'étais confrontée à la mort, j'ai envie de dire, presque toutes les semaines. Ce qui dominait dans mon fonctionnement infirmier, c'était quand même, en tant que soignant, un aspect très relationnel de mon métier qui était très omniprésent pour moi. Je disais toujours plus attirée par le relationnel que par le technique. Donc voilà, j'avais cette attirance-là. Mais me dire que la confrontation à la mort serait quelque chose de entre guillemets motivant et passionnant pour moi, non, pas du tout. Et lorsque j'étais confrontée à ça dans ce premier service-là,
Je parle vraiment, alors avec des mots qui, encore une fois, hein, je peux peut-être un peu choquer, perturber. Moi, c'était une révélation, vraiment. Et je me sentais bien en tant que soignante, en tant que personne que je suis, auprès de patients voilà, qu'il fallait accompagner voilà, dans la bienveillance, le confort. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, bah, ça y est, je sais où est ma place. Et si je peux allier de la technique avec de l'accompagnement, je le ferai le maximum. Et j'ai fait ça pendant 18 ans. Donc c'est vraiment la situation qui a fait que vous avez pris conscience de ce rapport particulier avec la famille. Frédéric, vous qui avez commencé en tant qu'aide-soignant, comment vous avez anticipé ces questions? Eh bien, je me suis toujours souvenu d'une phrase qu'une famille disait sur une résidente qui décédait dans mon EHPAD quand j'étais soignant. Cette résidente est là depuis une dizaine d'années. Et souvent, cette famille-là nous a dit que le dernier jour, quand elle est décédée, ce que je me souviendrai le plus important que je me souviendrai, c'est des derniers jours, du dernier jour de l'annonce du décès. Une annonce qui était faite très, très humblement, très humainement. Et ça les a accompagnés plus sereinement dans le deuil. Et on a dit le plus important, c'est l'accompagnement du dernier jour. C'est ça qu'ils ont retenu. Donc je me suis toujours dit, quand je serai infirmier, j'étais à l'époque dans mon service, plus le rôle de l'infirmière d'accompagner, d'annoncer le décès d'un patient, que quand je serai infirmier, ben, je travaillerai l'aspect relationnel, la communication, l'annonce, entourer au mieux de la famille le dernier jour du patient, de la patiente. Donc ça a été aussi une dimension stimulante de la profession pour vous. Tout à fait. Pas du tout une source de blocage. Ah, pas du tout. Non. J'abordais ça d'une manière plutôt sereine. J'étais plutôt bien préparé. Et puis j'avais aussi des collègues qui me disaient, qui ignoraient leur propre expérience. Et donc tout ça fait que le jour où j'étais confronté à un infirmier d'un décès, je ne me suis pas posé de questions. J'ai pris le téléphone, j'ai dit mes mots plutôt simples, et sans vraiment trop préparer à l'avance. Et puis la famille est venue, et puis j'essaie de l'accompagner le mieux possible, de manière vraiment tout à fait empathique. Alors, vous avez tous les deux commencé à exercer dans un contexte dans lequel le cadre légal n'était pas exactement le même qu'aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre d'avancées sur l'accompagnement de la fin de vie. Alors évidemment, la circulaire Laroque de 1986 va lancer le développement de ce type de service. Et on va avoir en 2005 la loi Leonetti sur la question de la fin de vie. Cette loi qui va interdire l'acharnement thérapeutique, qui va promouvoir le soin palliatif. Est-ce que vous avez perçu, je dirais, des évolutions significatives, vous, dans votre pratique sur ces dernières années, depuis l'adoption de ces lois? Claire, je vous donne la parole. Alors, oui et non. Alors, plutôt oui, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, alors, parce que j'étais peut-être dans un service qui me permettait d'avoir une dimension très humaine et relationnelle, je n'ai pas eu de changement majeur par rapport à ça. En revanche, dans des aspects plutôt techniques, dans l'acharnement thérapeutique, dans la décision de mettre fin ou pas à des traitements pour le patient, ça, c'est des choses qui étaient moins abordées, tabou plus ou moins, ça dépendait des professionnels de santé, ça dépendait des membres de l'équipe. Voilà. Après, il y avait des manières de faire, des manières d'agir qui n'étaient avant cette loi, qui étaient mises en place, qui étaient maintenant complètement, j'ai envie de dire, presque illégales, et qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Et j'ai envie de dire heureusement. Cette loi Leonetti, ensuite, elle a quand même, ce qui moi m'a interpellée, ça a surtout permis de faire prendre conscience aux familles, aux proches aussi, que finalement, ils avaient des droits, ils étaient acteurs finalement de cet accompagnement-là. Et le partenariat et la cohésion, l'équipe soignante, l'équipe médicale, la famille, le patient devenaient plus, voilà, une unité complète. Et il n'y avait pas cette dominante du corps soignant, du corps médical qui décidait et faisait. Voilà, on prenait et on a pris en considération vraiment les besoins, les volontés du patient et de la famille. Donc, humainement parlant, je trouve que là, il y a eu un réel investissement et une réelle avancée. Ça a beaucoup évolué, ce niveau-là. Donc, en fait, ça aurait donné déjà davantage de visibilité. Oui.
à cette question de la fin de vie et davantage de collégialité dans, on va dire, l'accompagnement, les décisions. Les familles vont être peut-être davantage consultées, impliquées. C'est ce que vous avez ressenti. Ah, totalement, totalement. J'avais vraiment cette impression que, alors volontairement ou non, les familles se reposaient sur les décisions du corps médical et soignant. Et là, l'orientation elle était différente. Donc, c'était vraiment des échanges patients, familles, soignants, médicaux et paramédicaux. Et voilà, la cohésion elle était bien plus importante. Voilà. Et cette décision n'était pas que du corps médical. Est-ce que la dernière avancée de 2016, dite loi Léonet-Diclet, sur notamment tout ce qui est sédation profonde et testament de fin de vie, c'est-à-dire la possibilité pour la personne aussi de s'exprimer sur les conditions qu'elle souhaite pour la fin de son existence, vous avez cerné aussi des évolutions suite à cette loi? Alors, vous tu diras, mais personnellement, oui, parce que c'est quelque chose en tant que soignante où il a fallu vraiment porter un regard différent. C'est-à-dire que lorsqu'un patient, un enfant, peu importe l'âge, avait peut-être ce diagnostic vital engagé, c'était de notre rôle en tant que soignant de demander est-ce qu'il y a des dernières volontés, est-ce qu'il y a des souhaits particuliers, et ça, c'est des choses avant cette loi Leonetti qui étaient peu courantes, je trouve. Donc oui, ça c'est complètement rentré dans la prise en charge globale du patient et des proches, vraiment. Donc ça a généré, on va dire, une ouverture de la société sur ces questions-là, plus d'implication de l'ensemble. Ouais. Frédéric, vous avez eu ce... Oui, j'en ai tout à fait clair là-dessus. Depuis donc, cette loi-là, c'est vrai qu'on a recentré le patient au cœur de ses propres décisions, lui et sa famille, parce que c'est sa forme 1. Chose qu'avant, on ne voyait pas forcément. C'est-à-dire c'était le corps médical qui prenait les décisions de son côté, ce qui était bon pour le patient. Et après, on faisait part donc, au patient et à la famille. Maintenant, c'est vrai que dès l'arrivée, pour preuve, dès l'arrivée du patient dans l'unité, on a une feuille qu'on doit lui proposer, c'est la directive anticipée. C'est-à-dire qu'on prend le temps avec lui d'expliquer ce que c'est, les directives anticipées, et qu'il prenne le temps donc, de réfléchir, lui, avec sa famille, et après de nous leur donner et d'en discuter avec. Et effectivement, on prend en compte directement donc, son avis, de ce qu'il veut, et on parle en même temps de sédation. C'est aussi une question qu'on lui propose, s'il veut être sédaté. Chose qu'avant, vous pouvez, ça prenait de leur côté. Donc, effectivement, on a vraiment vu l'évolution, une bonne évolution de ce côté-là, et on n'hésite pas à proposer les sédations et aussi la prise en charge douleur, comme la morphine par exemple, dès le début. Chose qu'avant, on traînait un petit peu et on voyait après l'évolution se dégrader, et là, on mettait en place le traitement thérapeutique. Donc, maintenant, on l'aborde vraiment beaucoup en amont, et ce qui est beaucoup plus serein pour le patient et pour la famille. Voilà. Et effectivement, c'est une très bonne chose. Voilà. Mais pour nous, soignants, on est moins porte-à-faux de la famille. Quand ça ne se passe pas forcément bien, et bien on est souvent en premier rang. Et la famille vient nous voir pour dire ça fait du bien, on ne fait rien, on n'écoute pas, qu'est-ce que vous faites de votre côté, etc. Alors que là maintenant, la décision est prise avec eux collégialement. Et on reformule quelques jours après, savoir si ce que vous avez dit, si vous avez compris, est toujours d'actualité et si on peut le mettre en place dès maintenant. Donc effectivement, le soin est vraiment recentré sur le patient, avec la famille et les soignants, donc vraiment de manière très collégiale. On est bien sur l'idée de prise en charge globale. Tout à fait. On a eu des avancées significatives sur la prise en charge de la douleur, sur tout ce qui est sédation. Tout à fait. Et comme vous le dites, on pense souvent que la question des directives anticipées du testament de fin de vie est un plus pour le patient, mais c'est aussi un plus pour les soignants, puisque vous vous retrouvez nettement moins en porte-à-faux, avec une trace écrite, avec quelqu'un qui s'est exprimé sur ce qu'il souhaitait. On est là sur une avancée qui ne date que de 2016, si je ne me trompe pas. Donc vous avez bien senti ces modifications et ces évolutions plutôt positives sur l'accompagnement de fin de vie. Pour aborder un thème, je dirais, plus interpersonnel, est-ce que vous avez parfois été surpris, étonné par des réactions de patients, de leurs familles, de leurs proches, confrontés à ce type de situation? Totalement, parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque fin de vie est différente et avec chaque histoire personnelle,
Donc, en tant que soignant, on est à la fois imprégné, à la fois respectueux, avec une distance professionnelle, mais en même temps acteur clé de cet accompagnement-là. Donc on vit les émotions, les histoires de vie aussi des personnes, et il arrive parfois que on soit confronté ou acteur ou spectateur de situations parfois perturbantes, choquantes ou qui interpellent. Moi, j'en ai plusieurs en tête, hein, mais je me souviens très bien d'un patient que l'on suivait, toute l'équipe pluridisciplinaire, dans son accompagnement de maladie très longue et sur sa fin de vie. C'était un monsieur qui avait 50 ans et qui était très avenant, très sociable, qui était très, très entouré, qui avait beaucoup de visites, avec une famille très unie, très proche de lui. Voilà, j'ai envie de dire l'idéal. C'est beau, c'est chouette. Voilà, ça va être dans une sérénité, voilà, avec une cohésion absolue. Et 4 jours avant qu'il décède, il a émis le souhait de ne plus voir personne. Du tout, du tout, du tout. Et bien là, en tant qu'infirmière, on n'est pas que technicien, pas que dans le relationnel. Et là, ça impacte pas que le corps soignant, pas du tout. C'est toute l'équipe pluridisciplinaire, les médecins, les agents de soins, les aides-soignantes, les secrétaires médicales et autres. Et là, hop, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc ça, oui, bien sûr que ça perturbe. Il faut respecter le choix du patient, mais en même temps, il faut savoir gérer socialement, psychologiquement ces familles-là. Et ça, on ne nous l'apprend pas à l'école, en fait. On ne nous dit pas, fiche numéro 1, si la famille veut voir le patient refuse, comment on fait? Non, ça, c'est que des choses que l'on apprend sur le terrain. Donc, oui, il y a des choses qui sont très surprenantes, et j'en aurais plein, mais voilà, j'ai en tête plusieurs patients et adolescents qui sont décédés, et parce que dans leur environnement personnel, il y avait une date clé, un mariage, un anniversaire, des choses comme ça. Et on se disait, bah, cet enfant-là va décéder rapidement parce que son état physiologique fait que, ou ce patient, voilà, rapidement ne sera plus. Et puis à la surprise générale, j'ai envie de dire, le patient tient 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, parce que j'ai en tête un monsieur qui est décédé parce que le mariage de sa petite fille devait avoir lieu, et il ne pouvait pas y assister. Il est mort le lendemain du mariage de sa petite fille, et pendant 3 semaines, il a tenu, et le lendemain du mariage, il est décédé. Voilà, j'ai aussi l'histoire d'un petit garçon, c'était l'anniversaire de sa petite sœur, et voilà, ce petit loulou est parti le surlendemain. Voilà. Donc oui, il y a des choses surprenantes, et là on ne maîtrise pas, et j'ai juste envie de dire tant mieux, parce que l'humain est au cœur de cet accompagnement. Et puis la recherche de maîtrise totale sur ce type de situation n'est pas forcément basée. C'est ce qui fait que c'est beau dans le métier. Et pour revenir sur le premier cas que vous avez évoqué, ce patient refusant de voir ses proches, est-ce que vous avez pu comprendre ce qui se jouait dans la tête de ce patient? Alors, je pense que c'est important d'essayer de comprendre, mais en même temps de pas. Alors, voilà, c'est un regard très personnel que je porte là-dessus, c'est de ne pas non plus rentrer dans l'intimité et la sphère trop personnelle du patient et des familles, parce que c'est important de se protéger. Moi, personnellement, j'ai besoin de me protéger, d'avoir cette distance professionnelle. En revanche, c'est important d'être à l'écoute, d'être là, d'être présent. Et d'accueillir le besoin du patient. On a accueilli l'équipe pluridisciplinaire, ce souhait-là. On lui a aussi laissé la possibilité de s'exprimer, d'expliquer s'il en avait envie. Il l'a fait auprès de certains soignants, auprès de d'autres, il s'est tu. Voilà, je pense que l'important, c'est d'être vraiment dans l'écoute et la disponibilité, et en aucun cas vraiment d'aller chercher le pourquoi du comment de laisser libre. Après, on a des acteurs psychologues qui peuvent aussi intervenir si le patient l'exprime et on a le besoin, mais je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Il faut laisser comprendre qu'on est à l'écoute et ne pas forcer la parole. Ouais. Frédéric, votre ressenti par rapport à ces situations? Ouais, ça va être plus du côté de la famille qui va être aussi compliqué à accompagner dans l'annonce de la fin de vie, du décès.
Là aussi, on retrouve différents types d'émotions de la famille. Il y a la fuite, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, pas du jour au lendemain, la famille est moins présente, moins de visites, et donc le patient le ressent et se pose des questions. Il y a le déni. Ils ne sont pas du tout dans ce qu'on le médecin leur a annoncé, et donc souhaitent un renforcement du traitement, un traitement de manière curative. Il y a la colère envers le corps médical. On n'a pas été assez réactif, on n'a pas utilisé les bons traitements. Et c'est pour ça qu'il en est arrivé à ce stade-là. Et puis il y a l'effondrement. C'est les pleurs permanents, l'effondrement avant d'entrer dans les chambres. C'est les appels matin, midi, soir. Alors qu'avant, c'était plutôt un appel une fois par semaine. Donc, forcément, c'est un impact au niveau du patient. Le patient ressent tout ça, hein, même s'il est dans un état de sédation. Toutes les émotions, il les ressent, on le voit. Et donc, il faut accompagner au mieux la famille sans rentrer dans un jugement. Souvent, les problèmes familiaux ressurgissent à ce moment-là. On entend parler de choses et d'autres dans la chambre. Nous, notre rôle, c'est aussi de préserver le patient. Donc, on leur demande de régler tout ça en dehors de l'hôpital. Et puis, vraiment, quand ils sont dans la chambre, d'être avec lui, de l'accompagner au mieux, de le toucher, de lui parler. Et puis, s'ils veulent être à l'écoute, mais en dehors du patient, on est là. On est toujours là. On a une chambre d'ailleurs, une salle dédiée à ça, c'est le centre des familles, qui est dédiée à ça. Donc, c'est pas évident, et on n'est pas forcément préparé quand on est jeune diplômé à gérer l'émotion de la famille. Le patient un peu plus, mais la famille un petit peu moins. Et comme il y a des comportements très hétéroclites, il faut faire avec, sans être dans le jugement, en restant professionnel. Et des fois, ça a un propre impact à notre vie personnelle. Et en se disant toujours que leur histoire, c'est leur histoire. Et c'est pas la mienne. Il faut avoir toujours cet écart. Et cette juste distance, vous arrivez à la trouver grâce à l'expérience, grâce au conseil de l'équipe? L'expérience, oui. Le conseil d'équipe, oui. Souvent après, dans des moments difficiles, après le décès d'un patient, on a souvent un soutien psychologique, une cellule qui se crée, et puis des réunions, et on en parle ouvertement. Et donc là, il y a des choses qui ressortent. Donc c'est important. Après, moi, pour ma propre expérience, c'est que je laisse au travail tout ce qui est au travail, et à la maison, voilà, je m'occupe de la famille et je fais abstraction de ce qui s'est passé. C'est mon mode à moi de fonctionner. Je sais qu'il y a d'autres collègues qui en parlent forcément, ouvertement à leur conjoint, de leur journée un peu plus difficile. Moi, non, je suis plutôt dans un parler, mais avec mes collègues, avec la psychologue qui est souvent présente. Et voilà, j'arrive à avoir cette distance-là entre la vie professionnelle et personnelle. Claire, vous faites cette séparation aussi Oui, entre ce que vous vivez au travail et votre vie personnelle? Alors, ouais, j'essaye. Je ne veux pas être aussi radicale que Frédéric, mais oui, non, bien évidemment, quand je suis au travail, voilà, quand il y a des accompagnements qui nous touchent par des aspects peut-être plus forts sur des histoires de vie, des choses comme ça, on s'y imprègne. Alors, je rejoins totalement sur le fait que l'équipe est indispensable. Je vais voilà, c'est prendre le temps d'échanger en équipe avec les collègues, hein, toutes fonctions confondues. Après, chacun se positionne différemment, besoin de s'exprimer ou pas, d'écouter, de se laisser peut-être submerger par des pleurs, ça peut arriver. Voilà, après, moi je suis quelqu'un de très sensible, alors souvent on me dit mais comment c'est possible d'avoir travaillé dans des services comme ça quand on est très sensible? Je me dis c'est compatible, limite moi je les connais, j'ai appris à faire avec. Quand parfois ça me submergeait émotionnellement, et bien voilà, devant la famille, devant le patient, j'étais voilà, sereine. Et voilà, très, très honnêtement, d'aller m'enfermer dans les toilettes ou un bureau, vraiment craquer, voilà, je fais. Mes collègues sont des piliers importants. Après, sur la sphère personnelle, au maximum, oui, quand je rentrais, le boulot, c'était le boulot, la maison, c'était la maison avec les enfants. En revanche, il y a quand même des situations où il y a une certaine petite difficulté à passer, voilà, dans certains cas, vraiment de changer du tout au tout. Alors, moi, ça se manifeste par une fatigue psychologique.
peut-être un petit peu moins patiente dans mon environnement en étant maman, par exemple. Ou alors, au contraire, contre-pied absolu, de voir mes enfants en forme et là, de me dire, OK, j'ai une chance inouïe. Donc, voilà, on en profite doublement. Donc, c'est comme ça. Voilà. Peut-être un brin moins patiente, l'esprit un petit peu ailleurs. Mais bon, là, faut savoir s'écouter aussi et mettre une limite, clairement. Et alors, justement, vous parliez de l'équipe. On peut être amené à s'interroger sur le rôle de chacun, les prérogatives de chacun. J'aimerais évidemment qu'on commence par les secrétaires médicales. Quelle est leur place dans cette question de l'accompagnement de patients en fin de vie, de l'accompagnement des familles? Alors, moi, en tant que soignante, jamais je n'ai raisonné individuellement. Donc, c'est essentiel et les secrétaires médicales, elles sont pour moi des actrices clés dans ces prises en charge parce que sans secrétaire médical, une équipe soignante paramédicale ne peut pas réaliser toute la prise en charge. Voilà, tout est lié pour moi. Donc, l'aspect médical, paramédical, les secrétaires médicales aussi. Et là, en tant que secrétaire médicale, ce qui est important, c'est qu'elles sont les premières personnes parfois que le patient et la famille va rencontrer. Et quand il y a un décès, bien là aussi, c'est parfois la dernière personne qui va être actrice de cet échange-là, de cette prise en charge. Donc, à mes yeux, le rôle de secrétaire médical est extrêmement important et indispensable. Voilà, c'est vraiment des actrices clés parce qu'elles sont le lien du corps médical, le lien des soignants. Elles sont partie intégrante de l'équipe et elles sont en première position aussi face à l'accompagnement des familles et du patient. Vraiment. Frédéric, vous avez ce même ressenti? Tout à fait, ouais. Effectivement, les secrétaires médicales, c'est vraiment, comme je l'ai clair, font partie intégrante de l'équipe. Elles sont l'un des moments clés, c'est-à-dire le début. Lorsque le patient rentre dans le service, même avant, lorsqu'il y a une demande de fait d'admission, c'est vous qui allez recevoir l'accueil de la famille qui demande, ou du médecin traitant, qui demande l'admission dans le service. Vous allez après avoir la famille pour savoir comment ça se passe et quelles modalités, les motifs, la modalité d'admission, etc. Vous allez souvent accueillir la famille dès qu'elle se présente à l'accueil du service. Et puis, dans les moments importants, quand la famille demande un rendez-vous avec le médecin, ça passe donc évidemment par le secrétaire médical. Et puis à la fin, quand le patient ou la patiente est partie, et voilà, comment on fait, quel est l'après, le certificat de décès, qui est-ce qu'elle dirige, quand est-ce que je vais la voir, et puis après, les modalités d'enregistrer le décès, est-ce que vous avez les coordonnées de confiner, etc. Donc voilà, elles accompagnent la famille dans les moments clés. Et sans elles, effectivement, on sera un petit peu dans une certaine difficulté. Donc vraiment, elles ont déjà une place importante parce que le bureau de secrétaire médical n'est pas là n'importe quoi en service. Elle est à l'entrée, à l'accueil, elle est bien visible. Et nous, on se trouve juste derrière et on est là après pour la suite. Et là, vous êtes vraiment au premier rang et vous êtes très indispensable dans l'équipe. Et cette collaboration au sein de l'équipe, quelle va être, on va dire, la place du médecin, de l'infirmier, de l'aide-soignant par rapport à l'accompagnement du patient? Il n'y a pas forcément d'étapes. On est tous, souvent, on a une fois par semaine une synthèse pour un ou deux patients. La synthèse prend un peu de temps. On est tous réunis autour d'une table. Donc, que ce soit médecin, aide-soignant, même agent, psychologue, ergothérapeute, kiné, tout le corps paramédical et médical se réunit autour d'une table et puis on échange. On échange sur le patient et puis à la suite, il en vient une décision collégiale pour le patient. Et après, on va interroger la famille et le patient, savoir si on a un plan d'équation. Et puis, les avantages, les bénéfices, les risques, etc. Donc, on est tous une chaîne. Il n'y a pas forcément de décision prise par quelqu'un en avant ou en amont ou en aval. On est tous sur le même piédestal. Et on a toujours fonctionné comme ça depuis plusieurs années. Et ça a toujours été bien ressenti par la famille et le patient. Oui, donc au final, cette collaboration au sein de l'équipe,
solidarité aussi au sein de Oui. l'équipe. Oui. C'est quelque chose qui est clairement ressenti par les C'est patients. ressenti, c'est fondamental, effectivement. Il n'y a pas de division. Si vraiment il y a un débat, on le fait lors de la réunion de synthèse, et puis après, voilà, on prend une décision qui est plutôt collective. Mais on n'a jamais été dans une scission ou dans vraiment non, non, des idées vraiment contraires. On a toujours fonctionné dans le même sens, et ce qui n'est pas plus mal pour la suite de la prise en charge du patient. Et au niveau déontologie, qu'est-ce que vous avez, je dirais, des éléments dans le code de déontologie qui se rapportent à l'accompagnement du patient en fin de vie, ou est-ce que c'est plutôt une déontologie informelle dans la pratique du métier? C'est plutôt informel. Après, je ne suis pas trop attardé sur la partie déontologie. Moi, je pars, c'est l'humain. Pour ma part, hein, l'expérience, c'est l'humain qui prime. On a été un jour à la place de ces familles qui ont perdu un proche. Et ben, on aimerait être entendu, soutenu, accompagné de la même manière qu'on l'a été par rapport à notre vécu personnel. Alors, effectivement, oui, il y a la déontologie, etc. Mais dans un service de soins, c'est avant tout l'humain qui doit primer et qui prime, effectivement. Et ça, la famille et les patients le ressentent. Donc voilà, l'empathie, l'accompagnement, il y a plusieurs concepts qui rentrent en jeu, et notamment la relation d'aide, qui sont vraiment nécessaires et bénéfiques. En fait, c'est la déontologie globale de votre profession. Oui. Il n'y a pas d'éléments spécifiques à la fin de vie. Oui. On va être sur la prise en charge de la douleur, l'écoute, voilà. l'empathie, tout à fait. ces éléments qui sont un fil rouge de votre profession. Vous avez le même point de vue, Claire? Oui, complètement. Je rejoins Frédéric. Alors, je vais peut-être mettre une petite nuance sur l'aspect vraiment déontologique. À la différence peut-être dans ce que tu as pu nommer sur la transmission d'informations, surtout sur la fin de vie du patient, parce que pour y être confronté, y avoir été confronté régulièrement, il y a des situations qui ne sont pas toujours évidentes. Il faut savoir quand même que dans le cadre déontologique, le médecin, seul, entre guillemets, le médecin est habilité à transmettre les informations médicales sur le patient et par exemple nommer l'arrêt des traitements, même si, et je te rejoins totalement, c'est une décision qui est collégiale, mais le fait de le nommer, de le dire, c'est de rencontrer les familles, médecins, infirmiers, soignants, et le médecin le nomme. La secrétaire médicale, l'infirmier, l'aide-soignante ne sont pas, dans le cadre déontologique, dans le code déontologique, habilités normalement à nommer ces informations-là. Maintenant, sur le terrain, les choses parfois, voilà, quand il y a de la cohésion, quand il y a de l'humain, bien sûr que voilà, on va pas dire à la famille, bah, écoutez, excusez-moi, je suis pas au courant. Non. Donc il faut trouver là, en revanche, les mots qui sont justes, sans trop en dire, parce que voilà, et puis en même temps dire, bah, voilà, s'il y a des informations vraiment médicales que vous souhaitez obtenir, je vous invite à rencontrer le médecin, et puis à nous d'orienter la famille dans ce sens-là. La secrétaire médicale, même chose. Donc voilà, il y a des choses là, il faut pas non plus être dans la dérive. Et concernant, je vais juste revenir sur l'annonce des décès. Là aussi, en tant que tel, l'infirmier, la secrétaire médicale, ça n'est pas de notre ressort, de notre rôle d'annoncer en soi. Ça dépend là, je pense, vraiment des services. Pour avoir travaillé pendant des années en chirurgie et cancérologie adulte, pédiatrie, je n'ai jamais été confrontée à juste dire à la famille, aux proches, votre parent, votre enfant est décédé. Jamais. J'étais là, en revanche, en première ligne pour accueillir la famille avec toutes les émotions, la colère, l'agressivité, le désarroi et autres. Et là, il n'y a pas de médecin. Voilà, nous, on est en première ligne. Et la première fois où j'ai dû prendre le téléphone pour annoncer le décès d'un patient, ben là, c'était en maison de retraite médicalisée. Et très spontanément, c'était un week-end, très tôt le matin. Et j'ai attendu que ma responsable arrive, parce qu'elle était là de garde. Et je lui ai dit, bah voilà, il y a Madame Intel qui est décédée, bah, je te laisse prévenir la famille. Et elle m'a regardée, elle a dit, bah non, Claire, c'est trop drôle. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, je suis à l'aise. Ça fait plus de 10 ans que je suis confrontée à la mort. Mais juste de prendre mon téléphone et d'annoncer le décès de la personne, jamais j'avais eu à faire ça. Et donc là,
pour me protéger, je me suis dit, bah mince, en fait, c'est pas mon rôle dans le cadre déontologique. Et je me suis repositionnée dans cet environnement de travail, dans cette structure. Et là, oui, c'était mon rôle. Donc, j'ai pris le téléphone et pour la première fois, j'ai dû annoncer le décès à un proche. Donc voilà, donc je pense que là, ça dépend vraiment aussi des structures dans lesquelles on travaille et voilà, comment ça s'organise. Et vous, Frédéric, vous avez été amené à faire ce type d'annonce aussi? Oui, comme je vous l'ai dit, dès les premiers mois après j'étais diplômé, souvent les décès, pour ma part, les décès c'est souvent le matin, très tôt, ou le soir très tard, donc quand il n'y a pas de médecin sur place, ou la nuit, quand j'étais en nuit. Et donc, et bien là, l'infirmier, effectivement, dans notre hôpital, a le rôle d'annoncer le décès à la famille par téléphone. Bon, c'est pas très classe, c'est par téléphone, mais on n'a pas forcément le choix. Et donc, c'était là qu'il fallait trouver, avant de prendre le combiné, la première fois, c'est qu'est-ce que je vais dire, quelles sont les paroles, les mots que j'ai employés. Alors, votre papa est parti, non, ils ne vont pas comprendre, il est parti où? Non, votre papa, il est décédé, il est mort, trop brutal. Décédé, c'était un peu mieux. Voilà, on arrive, on fait une liste des mots. Non, c'est trop fort. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que moi j'entende si c'est un de mes proches qui est décédé? Donc voilà, on trouve les bons mots et puis après, l'expérience parle par la suite. Mais la première fois, le premier annonce au téléphone, c'est pas évident. Et puis il faut accepter le silence, parce que des fois, il y a le silence après. Donc on respecte, on n'est pas forcément tout le temps dans combler le silence. Et puis après, on demande s'il avait bien compris. Et que voilà, on était souvent, on rassure. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a accompagné papa jusqu'au bout et qu'il est décédé avec nous. Et que voilà, prenez votre temps pour venir. Voilà, on vous accueillera dans le service sitôt vous serez arrivé, etc. Donc voilà, c'est ça, c'est l'accompagnement jusqu'au bout. Et notre rôle commence là. Donc il faut être capable d'être à l'écoute, oui, de s'adapter aux différents types de réactions, de mesurer évidemment chaque mot prononcé, qui peut après avoir un certain nombre de répercussions. Oui. Et vous, au niveau personnel, ce type d'annonce, j'imagine que ça doit remuer aussi. Oui, tout à fait. Après, oui, effectivement. Alors quand c'est un décès qui est attendu, j'ai envie de dire, souvent les familles sont un peu, attendent cette heure fatidique où le téléphone sonne pour annoncer le décès. C'est quand un décès pas forcément attendu, et en brutal. C'est là, on demande plutôt au médecin de se déplacer et de venir faire l'annonce par téléphone. Voilà, donc ce qui est souvent fait. Mais effectivement, oui, c'est souvent on a un retour à la famille quelques jours après. Ça m'est arrivé de me dire, de me rassurer moi. Donc moi j'ai eu les bons mots, que ça les a rassurés, que voilà, comme elle dit, ça les marque, c'est l'annonce. C'est des moments qui resteront souvent gravés. Et c'est plutôt eux qui me rassurent après. Bizarrement, ça s'inverse. Le rôle s'inverse. Voilà. Mais au final, vous avez des parties prenantes de la situation. Et donc, oui, effectivement, il y a cette logique de rôle qui s'inverse. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les différents mécanismes de défense qui peuvent apparaître aussi, le déni, la colère, la fuite parfois. Comment est-ce qu'on réagit face à ce type de réponse? Quelqu'un qui va se mettre en colère, quelqu'un qui va être dans le déni? Alors, ça déjà, il faut avoir conscience de ces mécanismes de défense, parce que sinon on va direct au clash. C'est des choses où on le prend trop violemment personnellement, donc ça, c'est pas possible. Donc, il faut comprendre ces mécanismes de défense quand on accompagne des proches. Et une fois qu'on a assimilé ça, voilà. Mais moi, j'ai toujours accueilli ces émotions-là de façon assez sereine finalement. J'ai jamais pris la fuite. Alors il y a des situations qui ont été parfois un peu plus délicates, mais quand vraiment c'est l'effondrement total, les pleurs, eh bien faut être là, comme tu disais Frédéric,
les paroles parfois ne sont pas nécessaires. Être présente physiquement, poser sa main sur l'épaule, sur la main du proche. Voilà, montrer qu'on est là, on comprend, on est disponible. Voilà. Et sans mots. Je dirais peut-être la chose la plus délicate, il y a deux éléments. La première, c'est vraiment l'agressivité, et ça, je l'ai vécu dans les premières années de pratique, où là, l'agressivité était verbale, parfois même physique, à mon égard. Bon, il faut mettre un bouclier, hein, et se dire, bon, ok, là, c'est très violent pour la famille, c'est violent pour moi, mais en aucun cas, cette violence, elle n'est personnelle. Donc, voilà, faut prendre du recul et essayer avec des mots toujours très posés, très calmes, de dire, voilà, cette violence-là, on la comprend, on l'entend, voilà, l'accueillir, vraiment. Plus complexe à gérer, c'est la pression. Quand derrière, il y a l'envie le déni, en fait, de la famille. Parfois, l'acharnement, quand la famille n'entend pas que, voilà, on est là pour vraiment de l'accompagnement confort, et eux, ils disent, voilà, alors, et l'antibiotique, à quelle heure vous l'avez mis, et quand est-ce que vous le mettez, et alors, limite, est-ce que vous avez donné des steak frites à mon papa ou maman? Non, on n'est pas là. Donc, parfois, c'est compliqué, ça. Mais faut savoir mettre de la distance et clairement ne pas se mettre en tant que personne responsable de la réaction de ces gens-là. Non, du tout. Oui, comprendre qu'il s'adresse à la fonction que vous incarnez. Exactement. Il ne faut pas prendre les choses de façon trop personnelle. Oui, tout à fait. Frédéric, vous avez eu ce... Tout à fait, c'est le même ressenti, effectivement. C'est pas évident dans les premiers temps de se mettre un bouclier. Et souvent, on encaisse les paroles qui ont été dites et on les prend pour nous. Après, la distance, effectivement, on dit c'est la blouse blanche qui parle et pas la personne qui est derrière. Et pour moi, le maître mot, c'est la communication. Il faut communiquer. Souvent, soit il y a eu un défaut de communication dès le début. Voilà, faut analyser, il faut comprendre pourquoi la personne ou les personnes réagissent comme ça. Donc, prendre du temps. Ouais. C'est ce qu'on dit à la famille, on va prendre un quart d'heure, une demi-heure, on va s'isoler dans une pièce, et puis on va parler. Et puis, quand ils voient qu'on prenne du temps, qu'on baisse le ton, voilà, qu'on reste professionnel, souvent, la tension diminue. Et donc là, dans une pièce vraiment à part, eh bien, on reprend depuis le début. Et souvent, on leur dit qu'est-ce que vous avez compris depuis l'annonce du médecin, sur quel point voulez-vous qu'on revienne? Est-ce que vous comprenez notre démarche vis-à-vis de votre papa, de votre maman? Et puis voilà, les langues se délient, et puis souvent, il y a des petites défauts de communication où l'information n'a pas été bien transmise. Voilà, donc on rectifie tout, et puis on repart sur de bonnes bases. Et souvent, les conflits, quand il y a des conflits, restent dans la pièce, et quand on sort, on repart sur de bonnes bases. Donc voilà, ça a toujours fonctionné de cette manière-là. Mais c'est vraiment prendre le temps, un moment à part, dans un lieu à part, avec des paroles simples. Voilà, pas de. Souvent, quand on part sur trop de la technique, souvent ils disent voilà, c'est du charabia pour nous, on ne comprend rien, ou on n'a rien compris. Voilà, donc on se met vraiment à niveau, et puis le toucher est important parce que la communication, ça passe non pas que par le verbal, mais c'est les regards, c'est les toucher, c'est respecter le silence. Voilà, donc tout ça, il y a une interaction avec tout ça. Et voilà, et donc souvent, on démêle ces conflits-là de cette manière. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de respecter le silence, et j'en déduis qu'il y a peut-être une spontanéité lorsqu'un silence s'installe à vouloir le combler, et ce serait justement l'erreur dans ce type de situation. C'est ne pas chercher à combler forcément le silence. Des fois, quand on remet un mot pour mettre le silence, c'est pas forcément le bon mot. À lui dire, à lui rester rembobiner, et finalement, je répète le silence. Le silence, ça veut tout dire. C'est-à-dire que soit la personne réfléchit, ou alors est-ce que j'ai compris, ou alors pourquoi j'ai réagi comme ça. Donc voilà, toujours, c'est très important. Le silence, pour moi, est une forme de communication qui a toute son importance que la parole. Tout à fait. Alors, il y a aussi une question qu'on peut se poser par rapport à ce sujet, puisque, je dirais, au-dessus du CHU, il est écrit Hôtel Dieu. Quelle est la place de la religion dans l'accompagnement de la fin de vie? Vous, en tant que professionnel, vous avez peut-être, je dirais, assisté
à des éléments de ritualité, à la présence de certains représentants religieux? Comment est-ce que tout ça se met en place? Alors, la place de la religion, elle est essentielle dans l'accompagnement en fin de vie, parce que ça fait partie de nos missions, du rôle de l'équipe pluridisciplinaire. Quand on accueille un patient, on l'accueille dans son intégralité. Et dans son intégralité, c'est aussi dans ses croyances, alors qu'il soit croyant ou non. Et on se doit, la secrétaire médicale, c'est son rôle aussi, hein, c'est d'aller collecter le maximum d'informations. Et en particulier, est-ce que ce patient-là est croyant? Et si oui, quelle religion et quel Dieu? Parce qu'après, le rôle de l'établissement de soins, c'est de répondre à ce besoin-là. Voilà, dans les derniers temps de vie, le patient a ce droit, en tant que patient, de bénéficier de pratiques religieuses. Donc, ça fait partie intégrante de cet accompagnement. Donc, ça dépend dans quel environnement professionnel on est. Pour avoir travaillé dans un hôpital en région parisienne, différents représentants religieux étaient au sein de l'hôpital. Donc, on accueille et on respecte ces choix-là. Et puis après, on s'adapte aussi aux demandes des familles, aux demandes du patient, aux pratiques lors du décès. Donc, le rituel de la première toilette quand on est soignant. Voilà, c'est des choses que l'on... Alors là, encore une fois, moi, je n'ai pas tout appris en théorie à l'école d'infirmière, j'ai appris sur le terrain. Et par rapport aux différentes expériences culturelles, religieuses. Voilà. Donc, il faut vraiment s'adapter et c'est partie intégrante de la prise en charge. Vraiment. C'est indispensable. Oui, tout à fait. Souvent, on collecte ces informations-là dès le début, notamment sur la religion. Et effectivement, pour ma part, moi, je suis... Voilà, c'est des rituels, hein. Chaque religion a son propre rituel. Et effectivement, quand on sent un peu notre rituel à nous, on se sent un petit peu déboussolé, déstabilisé, notamment lorsque c'est la famille qui souhaite s'occuper du patient, du défunt de A à Z, et que nous, on n'a pas à intervenir. Ça, c'est un peu compliqué au début, hein, quand on n'a pas trop l'expérience. Et puis après, on laisse la famille investir les lieux, et puis voilà, effectuer leur rituel pour le défunt. On a accompagné le défunt jusqu'à la fin. Donc, et puis, alors, la région catholique aussi a ses propres rituels. Alors, le débat, c'était au début, nous, c'était les mains. Tout bêtement, hein, les mains, on les croise, on ne les croise pas. Je sais que quand j'ai commencé en tant que remplaçant en 98, on croisait tous les mains. Voilà. Et jusqu'au jour, une famille dit, bah non, mon père nous était croyant, je ne veux pas que vous croisiez les mains. Voilà. Et après, donc, instaurer un débat sur les mains. Quand on n'avait pas d'informations, on faisait des mains, donc tout bêtement. Et on s'est dit, voilà, on les met juste comme ça, croisés, mais sans croiser les doigts. Croiser les doigts, pour certaines personnes, c'était un aspect religieux. Voilà. Donc effectivement, alors il y a des modules en AS et puis en infirmier sur les rituels qu'on a dans notre coin de la tête, mais voilà, qui le jour donné, eh ben, c'est pas forcément évident à mettre en pratique. Donc, on s'appuie une fois de plus sur la famille. Voilà. On les appelle et puis on leur demande, est-ce que vous voulez faire des soins, est-ce que vous voulez qu'on s'en occupe, les démarches, etc. Et c'est la famille qui naturellement nous dit tous les consignes par la suite. Donc on est vraiment dans une prise en charge globale, intégrant toutes les dimensions de la vie de l'individu, on ne le réduit pas à son état de patient, et on respecte évidemment ses croyances, ses habitudes, ses besoins. Tout à fait. Ouais. Alors, quels conseils est-ce que vous donneriez à des futurs professionnels de santé, spécifiquement secrétaire médical, par rapport à gérer cette question de la fin de vie? Alors, moi, il y a une chose qui domine quand j'accompagne des jeunes étudiants, des collègues. Je dis toujours que pour pouvoir accompagner au mieux les personnes en fin de vie, leur famille, il faut déjà se connaître soi. Enfin, c'est un bien grand mot peut-être, mais il ne faut pas penser qu'en tant que soignant ou en tant que membre d'une équipe médicale ou paramédicale, on a notre cape, je dis toujours la cape de Superman et de Superwoman, ça n'existe pas, donc il faut
faut être en capacité de comprendre, voilà, déjà nous, comment on se sent, nos forces, nos faiblesses, nos limites. Et puis ensuite, être vraiment, en tant que personnel de soins, dans une écoute, dans de l'écoute, dans la posture vraiment à l'écoute. Et je te rejoins totalement, Frédéric, sur l'aspect communication. Dans la communication, il y a le silence. Être disponible, bienveillant. Voilà. La sphère relationnelle est, à mes yeux, indispensable. Sans ça, ça n'est pas possible. Je pense qu'il y aura un élément qui sera perturbé et le proche ne se retrouvera pas totalement. Voilà. Donc la communication, la relation à l'autre, la bienveillance, l'écoute, quand c'est possible, parce que c'est pas non plus forcément donné à tout le monde, mais l'empathie, dans la capacité de comprendre l'émotion, le ressenti de l'autre sans se l'approprier, des choses assez essentielles aussi. Ouais, mais l'écoute et la bienveillance sont à mes yeux les valeurs professionnelles à défendre. Frédéric? Oui, c'était assez complexe, effectivement. Pour moi, la communication, je redis, c'est un concept et un outil très, très important. Communiquer, écouter, mais d'une manière... alors, c'est un concept que j'ai appris à l'école d'infirmier, c'est l'écoute active. Parce que l'écouter, oui, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que je t'ai compris? Est-ce qu'on s'est compris, etc. Donc, l'écoute active, c'est une valeur, c'est Carl Rogers qui avait... un psychologue américain qui avait expliqué ce concept-là. Et ça, je vous invite vraiment à le lire. L'écoute active, c'est déjà se faire respecter la personne qui est en face, sans juger, respecter le silence. C'est aussi dans l'empathie, cette capacité de se mettre à la place de l'autre sans forcément porter toute sa douleur sur ses propres épaules. C'est ne pas être directive, ne pas dire je vous dis ça, il faut être dans mon choix. C'est un échange. Il faut savoir aussi reformuler. Est-ce que vous avez compris? Ou là, un mot-clé que la famille a dit. Vous avez dit ça. Est-ce que vraiment c'est ça que vous voulez dire? Ou est-ce que voilà. La reformulation aussi très important. C'est fait preuve que vous avez écouté ce qu'il a dit. Et puis être dans un lieu et un moment vraiment dédié. Et ne pas être entre deux portes. Ce qui est aussi important pour la famille. Et puis dire qu'on n'est pas seul, il y a aussi une multitude d'associations qui sont là aussi pour nous aider en tant que professionnels de santé et aussi en tant qu'humain. Je sais que nous, il y a Jalma qui intervient dans notre service. Jalma, c'est Jusqu'à la mort, accompagner la vie. C'est une association loi 1901 dont le rôle, c'est d'accompagner, de soutenir. Donc ça aussi, c'est très important sur ce terrain-là. Et il y a aussi Compass qui intervient chez nous, c'est la coordination mutualisée de proximité pour l'appui et le soutien. Donc eux, c'est plutôt coordonner et promouvoir toutes les actions dans le domaine des soins palliatifs et d'accompagnement de la personne en fin de vie. Donc ça accompagne davantage l'équipe soignante et aussi ça peut accompagner également le patient à son domicile également. Donc on n'est pas seul, il y a l'équipe qui est derrière. Donc quand on ne se sent pas forcément à l'aise, on peut aussi passer le relais à l'équipe qui est juste derrière. Donc voilà, toute cette dimension-là fait que, en général, ça se passe plutôt bien. Voilà. Je vais juste rajouter rapidement dans ce que tu dis, quand on n'est pas en capacité d'accompagner, personnellement, je rejoins sur ce que je disais en introduction, sur le fait qu'il faut apprendre le qui on est, nos limites. Et je dis toujours la clap de Superman et Superwoman, nous sommes des acteurs soignants dans un environnement médical, paramédical, on accompagne, mais ce n'est pas pour autant qu'on est préservé personnellement du deuil et autres. Donc, dans nos histoires de vie personnelle, on traverse cela. Il faut accepter aussi de dire un jour, non, moi, là, aujourd'hui, je ne peux pas. Moi, ça m'est arrivé, donc j'ai vécu personnellement un deuil qui était très compliqué, très brutal, et le lendemain, je travaillais. J'ai cru que tout était possible et que je ferais mon job très facile. Et j'étais en pédiatrie auprès d'ados et au bout de 2 heures, je me suis écroulée parce qu'accompagner un ado en fin de vie, à ce moment-là, c'était en fait pas possible. Et je pensais que c'était mon rôle et que c'était possible, et bien non. Donc il faut être vraiment
en capacité de faire le relais auprès de toute l'équipe, hein, de dire bah, là aujourd'hui ces finances ça n'a pas possible. Émotionnellement je ne peux pas. Donc voilà, l'intérêt des limites personnelles. Donc en fait, il faut écouter l'autre, mais il faut aussi s'écouter. Exactement. Alors, il y a beaucoup de concepts qui nous viennent de la psychologie dans ce que vous avez présenté. Vous avez parlé de Carl Rogers. Évidemment, le courant humaniste a beaucoup apporté sur les questions d'empathie, de considération, d'écoute active, comme vous l'avez expliqué. On va retrouver, je dirais, ces éléments dans l'ensemble des professions soignantes, je suppose. Oui, tout à fait. Que ce soit d'ailleurs par rapport à cette question de la fin de vie, il y a des enjeux spécifiques, par rapport à l'ensemble de la dimension relationnelle. Oui, complètement. Et il y a un bouquin qui m'avait particulièrement touché quand j'étais à l'école d'aides-soignants. C'était le livre de Marie de Henzel. C'est La mort intime. Ça, c'est un bouquin que je vous conseille. Il est paru en 1995. C'est une psychologue, une psychothérapeute qui est engagée pour l'amélioration de la fin de vie. Et elle a fait pas mal de rapports aussi, des rapporteuses de fin de vie en 2002. Et La mort intime de 1995, qui était préfacée d'ailleurs de François Mitterrand, qui était dans les derniers mois de vie, eh bien, relate sa propre expérience dans un service de soins palliatifs pour jeunes patients. Et ça m'a vraiment ouvert sur le domaine du soin palliatif et notamment de la fin de vie. Et son rapport avec le patient et notamment la famille m'avait ouvert des concepts que je n'imaginais pas faire. Il m'avait beaucoup aidé dans ce domaine-là. C'est un bouquin vraiment que je conseille et que je recommande. Donc les lectures personnelles peuvent aussi beaucoup aider pour compléter la formation initiale. Ouais. Pierre Praly, je vous laisse le dernier mot. Alors déjà, je voulais remercier Eric d'avoir accepté de partager ce moment-là. Merci Jérémy, merci à vous. Jonathan, que l'on ne voit pas, mais qui s'occupe de toute l'intendance. Et puis les secrétaires médicales, voilà, on espère que c'est un webinaire qui aura pu vous permettre d'enrichir votre futur parcours professionnel. Et puis, chose essentielle quand même, c'est que dans les services où l'on est confronté à la mort, il faut savoir que ce sont des services vraiment où, à nos yeux, je pense, la vie, elle est omniprésente. Et ce ne sont surtout pas des services où on pleure. Et au contraire, c'est des services où on rit beaucoup. Et la vie, elle est vraiment présente. Donc, voilà, c'est pas l'image trop négative qu'il fallait en avoir. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de l'humour et de la place de l'humour. Ça pourrait être l'objet d'un prochain webinaire. Ouais. C'est vrai que l'humour dans les équipes soignantes et dans ces professions-là, c'est un élément absolument essentiel. Je vous remercie tous les deux pour votre présence, pour toutes les explications et pour nous avoir fait profiter de vos expériences. Merci au public qui était avec nous aujourd'hui. Merci à Jonathan à la technique et merci à l'IRSS pour l'organisation de ce webinaire.